Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour te présenter du moins ma version de comment créer son programme de musculation. Pourquoi ma version? Parce que tout simplement, selon les coachs, l'expérience, les formations, les études, etc., et même la mentalité, hein, on n'aura pas la même approche. Donc moi, ce que je te propose, c'est ma vision des choses et ma façon de créer un programme de musculation. Évidemment, si un autre coach devrait faire cette même thématique de vidéo, il va proposer du contenu probablement différent, sauf s'il copie la même chose, mot pour mot, la même chose que moi, mais je ne pense pas. Euh, voilà. Cette vidéo va se décomposer en trois parties. Comment identifier ses besoins, comment construire son programme, quelles variables d'entraînement à prendre en compte, etc. Et aussi, si on a le temps, parce que là j'ai qu'une heure de record, malheureusement, on fera quelques exemples. Ou sinon, ça sera sous le lien dans la vidéo, il y aura les exemples, etc. Donc, identifier ses besoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, les coachs préparateurs physiques moins, mais coachs sportifs, fitness, etc., ou pratiquants de musculation, ils prennent vraiment en compte les besoins, c'est leurs besoins. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que pour avoir des résultats précis, il faut préciser notre approche. En effet, si tu veux, je sais pas, développer un physique esthétique, c'est principalement le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, il va falloir, si on veut quelque chose de précis, il va falloir des informations au départ précises. C'est comme pour construire une maison, hein. Généralement, on compare souvent une analogie avec le physique et la bâtisse, la construction d'une maison. Là, c'est la même chose, hein. Encore une fois, il faut des plans, des architectes, etc., des mesures, le coût, le temps, etc., le personnel qu'on va avoir besoin, les outils dont on va avoir besoin. Et là, il faut faire la même chose, il faut faire un constat au départ. Ça passe aussi par un questionnement et de la remise en question. En effet, il faut se questionner, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce que je me suis déjà blessé, pourquoi je prends pas des pectoraux, peut-être je suis un ego lifter, je mets trop lourd, je privilégie la charge par rapport à la technique, etc. Donc on va décliner cette partie en trois sous-parties avec quels sont tes objectifs, quels sont tes besoins et quelles sont tes capacités. Ça, c'est les questions que j'aime poser. Quels sont tes objectifs? Donc ça, c'est généralement c'est pris en compte, mais on va voir qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte. Quels sont tes besoins là immédiatement et pas tes envies? Et quelles sont tes capacités? Là, c'est vraiment rarement pris en compte en musculation. Donc généralement, les objectifs qu'on va avoir en musculation, fitness, etc., c'est de la perte de poids, de la prise de muscle ou des facteurs de santé, bien-être psychologique. Par exemple, l'aspect social, les gens qui viennent discuter à la salle parce que peut-être ils n'ont pas vraiment un cercle social et familial très important ou très proche. Donc l'aspect social qui est très important en salle de musculation, c'est généralement, on peut dire, les gens qui se musclent pardon, plus la langue que les pectoraux ou quoi. Mais ça leur fait du bien. J'ai déjà parlé avec des gens comme ça. C'est vrai j'étais curieux de savoir pourquoi ils viennent payer un abonnement pour parler. C'est vrai, hein. Mais c'est vrai que au lieu d'aller dans un bar, fumer des clopes, dépenser son argent pour boire des coups, je dis pas que c'est mal, mais en excès c'est mal. Peut-être vaut mieux venir dans une salle de sport, juste se remettre en forme, faire un peu d'activité physique, même si c'est pas intense ou il y a peu de volume, mais au moins avoir un cercle social de gens sportifs, du moins. Mais généralement, si tu parles avec d'autres gens, c'est qu'ils sont dans le même cercle social que toi, donc ils travaillent pas beaucoup non plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ces gens, ils font pas de mal. Ils sont peut-être chiants des moments où ils te parlent, mais c'est pas grave. Mais tout ça, ce sont des objectifs bien trop imprécis. En effet, je regardais si ça marchait bien. C'est trop vague. C'est perte de poids, prise de muscle, ok, mais c'est bien trop vague. Parce qu'en fait, on se concentre, à chaque fois que je clique sur le fil droit, désolé, euh, parce que l'objectif final, en fait, c'est une vision de résultat. On dit, ouais, je veux perdre tant de kilos, je veux prendre du muscle, mais il n'y a pas de quantification, enfin, sauf pour la perte de poids. Au contraire, la perte de poids, on est trop sur de la quantification, justement, et moins sur du subjectif. Et à l'inverse, pour la prise de muscle, d'ailleurs, je pense qu'on est trop sur du subjectif et pas assez du quantitatif, ou pas assez de précision. Le processus n'est pas pris en compte. En effet, mais comment j'y arrive en fait? Ok, moi je vais reprendre l'exemple de la maison. Ok, je veux construire une maison, mais comment je fais en fait?
de tout ce que j'étais en train de lister tout à l'heure, les outils, le coût, le matériel, le temps, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte là dans ce que je viens de te dire. Perte de poids, ok, mais ouais, mais c'est bien, mais pourquoi, comment, etc. Et ça, c'est ce que j'avais déjà vu en préparation mentale lors de mon master 1. Les différents objectifs, là, on peut appeler, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on peut appeler la pyramide des objectifs. Ou, là, j'ai pu te citer juste avant, les objectifs de résultat, prise de muscle, compétition, perte de poids, etc. L'objectif de performance, ça va être tourné vers soi-même. Par exemple, ça va être je ne sais pas, bah, pour améliorer mon physique, va falloir que je mette mon ego lift de côté, par exemple, et privilégier la technique, ma technique au squat pour développer mes quadriceps, par exemple. Donc là, après, on va décliner à l'objectif de processus. Ce sont les actions nécessaires pour obtenir les résultats désirés. Et là, par exemple, si je reprends l'exemple du squat, moi, ok, je veux améliorer ma technique, qu'est-ce que je dois faire? Bah, peut-être déjà mettre moins lourd. Est-ce que je veux améliorer mon amplitude? Est-ce que mes genoux rentrent vers l'intérieur? Est-ce que mon tronc, mes courbures naturelles du dos, visuellement d'un œil externe, c'est droit? Etc., etc. Ou est-ce que bah, je manque de mobilité de cheville? Ah, je manque de mobilité de cheville, donc je peux pas descendre bien au squat. Et si je descends pas bien au squat, je peux moins développer mes quadriceps. Donc il va falloir que je passe par du développement de mobilité de cheville. Donc ça peut être un objectif de résultat, on peut dire secondaire par rapport à l'objectif principal, améliorer le squat. Enfin, l'un des objectifs, enfin de performance plutôt, pardon, de performance, etc., etc. Donc après, comment je fais pour améliorer ma mobilité de cheville? Bon, bah là, ça peut passer par divers exercices, méthodes, etc. Voilà, en fait, c'est toutes les déclinaisons. On a le résultat, prise de masse musculaire. Ok, je veux de la prise de masse musculaire ou aussi, je veux développer principalement les pectoraux, les dorsaux, etc., etc. Donc ça, il va falloir faire des choix à un moment donné pour fixer des objectifs. Parce que prise de muscle, finalement, c'est bien, mais il va falloir faire des déclinaisons, sûrement, etc., etc. Il y a aussi les, donc ça, tu peux retrouver ce genre de choses sur Google, etc., différents moteurs de recherche. Tu as les objectifs SMART aussi. Si je me trompe pas, c'est mesurable, spécifique, mesurable. Le A, je sais plus ce que c'est. Le R, c'est réalisable. Et le T, je crois que c'est le temps temporel. Je sais, mais le action, peut-être, je sais plus. Mais tu marques objectif SMART, c'est très intéressant aussi. Et ça peut être largement en lien avec les objectifs de résultat, de performance et de processus. Et ça, c'est hyper, je trouve pertinent de combiner les deux pour déjà savoir dans quel ordre tu dois établir tes objectifs euh, et commencer à construire une planification, une périodisation. Ça, c'est la base, en fait. Et surtout, c'est encore plus simple si tu as une date de compétition, parce que là, tu as vraiment des délais. Donc, tout ça, c'était la partie objectif. Donc, au cas où, n'hésite pas sur l'espace commentaire ou m'envoyer un message privé si je vais trop vite. Comme je te dis, malheureusement, on n'a qu'une heure et la dernière fois, je l'avais fait en 2 heures. Donc, j'essaye d'aller à l'essentiel. Mais sinon, envoie-moi un message privé si t'as pas, il y a des choses que t'as pas saisies. Donc, quels sont tes besoins? Généralement, déjà, c'est rarement pris en compte. Et généralement, on a deux problèmes qui s'imposent à nous. Alors, je ne sais pas quoi faire, donc je fais comme les autres. Et je fais uniquement en fonction de mes envies. Ça, c'est vrai que j'en parle souvent de la balance envie-besoin, mais on fait souvent en fonction de nos envies et de nos préférences, ce qu'on aime faire en fait. Bon, c'est normal, on est des êtres humains. Moi aussi, je préférerais faire ce que je préfère. Voilà, donc ça, c'est sûr. Donc je ne sais pas faire, donc je fais comme les autres, parce que je ne prends pas le temps de m'éduquer sur le sujet. Donc ça, c'est pas un reproche, hein, je te jette pas la pierre à te dire, oui, non, tu t'éduques pas, t'es bête. Non, t'as peut-être pas envie, t'as peut-être pas le temps, et t'as peut-être d'autres priorités, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais de ce fait-là, bah, tu pratiques, c'est ça la différence, la musculation avec d'autres sports, c'est que la plupart du temps, là, actuellement avec toutes les salles Basic Fit et Fitness Park, vous pratiquez seul ou avec l'aide de tutos, etc. Mais le problème, c'est que comme c'est différent de d'autres sports où il y a un éducateur qui est avec vous, hein. Il y a un entraîneur en athlétisme, il y a un entraîneur au rugby, voire même plusieurs entraîneurs des moments dans certaines équipes. Là, j'ai fait un stage de rugby précédemment, il y avait deux entraîneurs, hein, donc voilà. Bon, après, c'est normal, généralement, ils sont une moyenne de 30 sur le terrain, plus ou moins 30. Mais voilà, donc là, tu es seul. Donc moi, ce que je peux te conseiller à faire, c'est de t'éduquer avec par l'intermédiaire des réseaux sociaux,
sur des sites internet. Bon, maintenant, les articles, les blogs, forums, c'est peut-être un peu moins courant, mais il y a des bons trucs et comme des très mauvaises choses. D'ailleurs, sur mon site internet, il y a quelques articles. Si je te laisserai aller jeter un coup d'œil, je prends du temps dessus, mais je pense que ça peut être pertinent et ça peut aider. Et échanger avec d'autres pratiquants aussi, l'échange, ça c'est hyper bien. Là, notamment, il y a le forum, le réseau social 0RR que je t'invite à rejoindre et à me suivre d'ailleurs. Je me fais beaucoup d'autopromo, mais j'essaye de un peu tous les jours d'aider des personnes sur des conseils, etc. Euh, donc voilà, même il y a une personne qui m'a suivi sur Instagram et puis là on échange depuis ces derniers jours régulièrement et elle me dit ouais la séance qu'est-ce que t'en penses etc. Nana et tout, ah, qu'est-ce que je devrais faire tout ça et c'est de l'échange tu vois. Et il voulait même me donner de l'argent et je lui dis non, enfin c'est vrai que c'est des services qui pourraient être payants, mais je le fais de bon cœur, c'est pour t'aider et le mec il est investi, c'est ça qui est cool. Les réseaux sociaux aussi, je vais revenir vite fait dessus. Je t'invite à suivre deux, trois comptes de bons coachs ou de gens que t'aimes bien aussi, qui donnent des bons conseils évidemment, et à regarder, apprendre une chose sur cette thématique-là ou une thématique nouvelle. Hein, ça peut marcher pour d'autres thématiques, de l'art, musique, etc. ou d'autres sports. D'apprendre une chose tous les jours, d'accord, par l'intermédiaire de ce sport, donc la musculation notamment avec les réels, shorts, TikTok, etc. En 1 minute 30, tu peux apprendre quelque chose de pertinent ou un mythe qui est démonté en 1 minute 30. Donc, si tu apprends ça tous les jours, tu accumules, hein, à la fin de l'année, tu as appris 365 jours, choses, pardon, sur cette thématique. Moi, c'est ce que je fais là depuis un an, où je révise, où j'apprends des nouvelles choses, notamment, bon, moi, c'est sur la préparation physique, douleurs, blessures, etc. Mais j'apprends des choses, ou je révise des choses aussi. C'est toujours bien, tu dis, ah bah tiens, je sais pas, fonction de la coiffe des rotateurs. Oh, je regarde, ah oui, il y a ça comme fonction, ah oui, c'est vrai, nana, et tout. Donc comme ça, bon, j'ai pris un truc bateau, mais au moins ça fait réviser. Et en 1 minute, au lieu que j'ouvre un bouquin ou j'aille voir sur Internet, je tombe en plus dessus par hasard et je regarde. Donc ça, je trouve ça hyper pertinent. Ensuite, je fonctionne uniquement en fonction de mes envies parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser mes besoins. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que les gens, bah, ils commencent et ouais, je veux des pectoraux, tiens, du développé couché. Mais alors, est-ce que le développé couché, tu as les capacités pour le faire en fait? Donc, de quoi ai-je vraiment besoin? Donc ça, c'est ce que je te disais juste avant, là, par rapport à l'objectif, prendre de la masse musculaire, ok. Donc, mais le problème, c'est que c'est trop vague, ça on l'a vu juste avant et impossible à réaliser. Pourquoi? Parce que ton énergie ne peut pas se concentrer sur tout. Ça, c'est valable là, en l'occurrence, pour un débutant, c'est vrai. Quelqu'un qui, ça fait 10 ans, il n'a pas fait du sport, il reprend, il y a pas de problème. Quelqu'un qui a 2 3 ans, là, va falloir de musculation, de pratique, va falloir commencer à faire des choix. En effet, à un moment donné, si tu es un début, enfin, un pratiquant confirmé, qui commence à être confirmé, bon, ça veut tout et rien dire, confirmé, les critères varient en fonction des coachs. L'autre fois, je lisais que un confirmé devait avoir plus de 10 ans de pratique. Enfin, entre 7 8 ans, il commence à être confirmé, mais il est encore débutant. Bon, pourquoi pas. Bon, bref, mais ça dépend les coachs. Mais il faut faire des choix. À un moment, arrivé à un moment, tu peux pas te concentrer sur le développement de tous tes groupes musculaires, mettre de l'intensité partout et mettre du gros volume partout. C'est pas possible. À un moment, il va falloir faire des choix. Soit à un moment, bah, tu as un retard pectoraux, il va falloir mettre un peu plus l'accent sur les pectoraux, peut-être un peu plus de volume. Je dis pas faire que ça, je dis pas qu'il faut faire 3 4 séances pectoraux. Après, il y a des cas, on verra après, mais c'est possible. Je regarde vite fait juste le temps, je ne vois pas le temps malheureusement. Bon, on va essayer de gérer ça. Mais voilà, donc à un moment, il va falloir faire des choix et faire des cycles d'entraînement. En effet, il va falloir à un moment donné cycler pour développer ses capacités. Donc là, je prenais l'exemple des pectoraux, développer ses pectoraux et des moments, il va falloir entretenir ses capacités. Donc, par exemple, je sais pas si tu es en retard pectoraux, mais bras, tu es très bien, ben, admettons peut-être une séance bras ou quelques exercices bras en fin de séance pour maintenir la densité musculaire, enfin la masse musculaire sur les bras et pour pas perdre. Et sinon, là, j'aurais pu rajouter une case, c'est du désentraînement. Donc, à un moment donné, le débutant va pouvoir faire développer uniquement ses capacités, se concentrer là. Mais à un moment, comme je te l'ai dit, celui qui a 2 3 ans, qu'on soit d'accord aussi, quand je dis 2 3 ans de pratique, c'est 2 3 ans de pratique. Je dis pas, bon, comme un bodybuilder, culturiste, tout carré, bien sûr.
mais surtout, généralement, vous êtes adolescente et adolescent, donc il y a les sorties, il y a les premières filles, etc. Donc voilà. Donc forcément, il y a de l'alcool, il y a d'autres choses peut-être. Mais donc c'est normal, c'est ta jeunesse. Mais quand même 2 3 ans de pratique sérieuse. Et à ce moment-là, après, par la suite, quand ça a été sérieux 2 3 ans, va falloir faire des choix entre développer ses capacités de certains muscles, groupes musculaires, et d'autre côté, entretenir ses capacités musculaires. Donc voilà, à un moment, on peut pas tout développer, c'est pas possible. C'est comme là, je vais avoir probablement un collègue en coaching là. Il a un très gros point fort pectoraux, mais le problème, ce qu'il me disait, c'est quand il y avait des coachs qui lui enlevaient il avait 200 specs. Si l'un de ses coachs enlève une séance spec, mais il est un peu frustré, donc il peut plus autant bosser les pectoraux et il peut plus autant faire son développé couché. Et malheureusement, bah, comme je lui dis, ouais, mais tes coachs, ils avaient raison. Enfin, ils avaient raison. Après, c'est un choix. Après, ils disaient, ouais, je suis frustré de ne pas faire les pecs 2 fois par semaine, mais aussi, je sais que j'ai des points faibles, etc. ailleurs. Donc, mais ouais, mais à un moment, comme tu as un temps limité et un nombre de séances limité au sein de ta semaine, généralement en fonction d'une semaine, bah, tu peux pas, à un moment, il va falloir faire des choix. On peut pas tout développer. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, quelles sont tes capacités? Généralement, aucune capacité n'est prise en compte. C'est généralement ce que je t'avais dit, tu veux des pecs, tiens du développé couché. Mais ça, c'est commun à tout le monde. Tu vas trouver un 4x12 développé couché, un 4x12 développé incliné, 4x15 écarté poulie, vu que c'est un truc isolant, et basta, quoi. Et donc, c'est un peu dommage. Ah, et, Mimi arrive, mon petit chat Inata, donc elle participe, elle voulait être devant la caméra. Et donc, moi, quelle capacité à mesurer selon moi? Donc, selon moi, il y a des capacités techniques et des capacités physiques. Et tu verras, les deux sont interconnectés. Je vais m'expliquer. Ça, c'est lié à l'expérience de la discipline. Par exemple, si j'ai un nouveau client ou quoi, ou une nouvelle personne en coaching, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais évaluer ses capacités techniques. Par exemple, je vais lui demander de faire un squat. En fonction des personnes, soit je demande une série jusqu'à, on va dire, à l'échec musculaire, parce que c'est sous fatigue qu'il va y avoir des compensations, une dégradation du mouvement, peut-être une réduction de l'amplitude, une accélération dans le mouvement, quand la difficulté, la fatigue et la douleur commencent à s'installer. Donc voilà. Mais sinon, après, si c'est vraiment quelqu'un qui a pas fait du sport depuis longtemps ou qui a des pathologies, voilà, je vais lui demander quelques répétitions. Donc ça, c'est pour voir sa technique. Donc, et même en fonction des... Donc ça, j'ai mis expérience de la discipline. Plus t'as de la pratique, plus tu vas avoir des schémas moteurs, du contrôle moteur et Oh, une nota. Et comment dire? De la perception dans l'espace, de la proprioception qui est plus développée que d'autres, que le débutant, pardon. Donc au niveau capacité physique, je vais évaluer au niveau des qualités physiques, donc la mobilité, donc par exemple sur le squat, je vais reprendre l'exemple du squat vu que c'est déjà plus parlant, est-ce que la personne arrive à descendre bas? Oui, non, pourquoi? Est-ce que c'est un manque de mobilité de hanche, manque de technique, donc lié à l'autre, combinaison des deux, mobilité de cheville, etc. Donc on va évaluer la mobilité à travers des mouvements, on va dire, de renforcement musculaire, mais aussi spécifiques. D'accord? Donc je vais évaluer la mobilité de cheville et de hanche vraiment local spécifique pour voir si il peut y avoir potentiellement des compensations. Forcément, si j'évaluais, je sais pas, la mobilité de cheville, et je vois que le test est négatif, il n'a pas réussi le test, et qu'il y a un manque d'amplitude sur le squat, et je vois le tibia n'avance pas beaucoup sur la dorsiflexion de cheville, bah là, il y a forcément un lien à ce moment-là. Également de force, donc là, c'est pas de la force maximale, mais c'est de la force plutôt endurance, hypertrophie pour voir jusqu'où ils peuvent aller et la charge qu'ils utilisent. En effet, si c'est quelqu'un en salle de musculation, je vais demander une série à l'échec au développé couché. Donc, quelle charge, je veux voir quelle charge elle a utilisé pour faire, je sais pas si je dis, généralement, je dis une moyenne d'environ 10 reps, c'est la fourchette à peu près, et je vois la charge qu'elle a utilisée, et puis moi, ça peut me faire une base après. Bon, c'est une attaque qui est encore sur le sac. Donc voilà, c'est pas de la force maximale. Force, c'est pas une rep maximale et on teste. Aussi au niveau de la morpho-anatomie, voilà, voir des formes articulaires, longueur des segments, ce qui va pouvoir influencer, notamment, bah, par exemple, sur un développé couché, une personne qui a une cage thoracique étroite, des bras, enfin des humérus longs. Donc humérus, c'est l'os du bras ici, long, et là c'est l'avant-bras. Donc quand je dis bras, c'est bien ici, c'est pas tout le bras.
ok? Long, bah, ça peut être plutôt enfin, délicat pour du développé couché, pour bah, déjà pousser lourd et développer les pectoraux. À l'inverse que quelqu'un, plutôt comme moi, qui a une cage thoracique plutôt épaisse et des humérus plutôt courts. Là, je suis plutôt avantagé sur des mouvements de poussée. Donc ça, on va voir des ratios aussi, taille, enfin longueur du tronc sur longueur de jambes, etc. Enfin de membres inférieurs, tout ça. Donc l'envergure et tout. On va analyser tout ça. Donc voilà, généralement les capacités. Et ça, en fait, en fonction de ta mobilité et de ta morpho-anatomie, on va pouvoir adapter les exercices, choisir au mieux les exercices pour répondre à tes besoins et atteindre tes objectifs. En fait, tout ça, si tu réfléchis un petit peu, tu peux faire des liens entre ces différentes sous-parties plutôt. Ensuite, on va passer à construire son programme de musculation. Je sais pas c'était quoi ce bruit, c'est pas le chat, mais c'est pas grave. Si ça explose, bon bah il y aura pas la fin, il y aura pas la suite. Donc l'individu est unique et le programme doit l'être aussi. Ça, c'est ce que j'aime bien répéter et annoncer sur les coachings, c'est que bah, les copier-coller de partout, ça sert à rien. Un programme déjà tout fait, ça sert à rien. Moi, mes programmes, notamment, ils sont semi-personnalisés. Certes, ils peuvent pas être personnalisés à fond, mais ce que je dis, c'est semi-personnalisé parce qu'il y a une orientation du travail et du testing et donc un choix à faire. Donc, quelles sont les variables pour faire un bon programme d'entraînement? Pardon. Donc là, on va voir ces différentes sous-étapes. Donc déjà, l'adhérence au programme, je trouve que c'est le plus important. Pourquoi? Parce que bah, tu peux avoir le meilleur programme du monde, enfin sur le papier, le meilleur programme par le meilleur coach de renommée internationale, le meilleur préparateur mental, meilleur nutritionniste, le meilleur matériel, pardon, même un chef de cuisine, etc. Si tout ce cadre-là tu n'aimes pas, bah tu seras pas investi, donc tu n'auras pas les résultats. En fait, les résultats qui seront attendus, ou même que toi t'attendrais, bah ils seront pas là parce que tu n'apprécies pas ce que tu fais. Donc, en fait, tu peux avoir la meilleure méthode, mais si ton athlète ou même toi pratiquant, tu n'aimes pas ce que tu fais, ça n'ira pas. Ça, c'est clair et net. Il n'y aura pas d'intention de changement et de développement dans ta vie et sur ton physique et dans l'atteinte de tes objectifs. Forcément, il n'y aura pas de motivation et tu vas pas apprécier ce que tu fais. Au début, tu vas te forcer, mais ça va pas aller. Donc, c'est pour ça que la communication entraîneur-entraîné est très importante. Voilà les paramètres que je considère de l'entraînement, enfin du moins d'une séance, j'aurais dû mettre d'une séance, c'est vrai que j'aurais dû rectifier. Pour moi, une séance doit se composer donc du début vers la fin, donc sur un ordre chronologique, du plus complexe vers le plus simple. Par exemple, si je dois faire un choix entre... Après, ça va dépendre, souvent individualisé aussi. Mais si on prend quelqu'un qui n'a pas de pathologie spécifique ou quoi, et qui doit faire potentiellement des fentes avant un squat, enfin non, des fentes ou un squat en début de séance jambes, bah, je mettrai les fentes. Pourquoi? Parce que les fentes, il y a besoin de plus d'équilibre, parce qu'on est un pied devant l'autre, et surtout, donc je trouve c'est, admettons, on va dire fente à la barre. Donc il y a besoin en d'équilibre pour pallier à ce déséquilibre qu'un squat. Mais admettons, cette personne, elle arrive très bien les fentes, mais du mal plutôt au squat. Bah là, je vais mettre le squat en premier, ok? Donc en fait, ça va vraiment être individuel. Mais par contre, par exemple, si je dois faire un squat ou un leg extension, évidemment, je vais choisir le squat. Pas parce que c'est un mouvement polyarticulaire, oui aussi, bien entendu, mais c'est plus difficile à faire un squat qu'un leg extension. Ok. Après, dans certains cas, il peut y avoir un travail spécifique pour un leg extension avant le squat, mais dans la majorité des cas, moi, je mettrais le squat avant le leg extension. Après, l'inverse n'est pas mauvais, mais pour moi, on part toujours du plus complexe au plus simple. Par exemple, je mettrais toujours de l'haltérophilie en premier, vu que déjà il y a une demande neurologique beaucoup plus importante, et un squat en force après, et je sais pas, une presse en hypertrophie après en troisième. Voilà. C'est le chat qui gratte au cas où si vous entendez du bruit, excusez-moi. C'est les aléas du direct, on va dire. Quand on est dans un appart étudiant, c'est toujours un peu délicat. Pareil, du plus intense au moins intense. Comme je te l'ai dit, par exemple, l'haltérophilie va demander une demande neurologique beaucoup plus importante que le mouvement de squat, même si c'est un squat en force. L'haltérophilie va falloir être explosif, avoir de la puissance. Bon, j'ai mis ces termes mélangés, mais bien sûr, il y a une dissociation, c'est pas la même chose.
mais et de la presse à cuisse enfin, par exemple en hypertrophie ou un soulevé de terre en hypertrophie, par exemple. Donc du plus intense vers le moins intense, toujours privilégier la qualité avant la quantité, et l'objectif principal vers le secondaire. Ça, c'est à prendre aussi. Donc tout ça, c'est lié. Par exemple, si dans ma séance, on peut la diviser en plusieurs blocs, j'ai une séance travail haltérophilie, j'ai enfin un bloc haltérophilie, un bloc force, un bloc mobilité de cheville. Bah forcément, je vais mettre par exemple l'haltérophilie en premier parce que moi, je prends dans mon cas, je suis pas bon en haltérophilie, donc je le mets en premier. Après, je mets le squat parce que le squat, il va y avoir un transfert par la suite, enfin, au fur et à mesure des séances, sur mon mouvement d'haltérophilie. Donc, je peux même faire un bulgare, un squat lourd et avec des sauts. Comme ça va transférer dans mon mouvement d'haltéro. Et à la fin, le mobilité de cheville pour développer, par exemple, mon overhead squat. Parce que, je manque de, ou flexion d'arraché plutôt, en haltérophilie, parce que je manque d'amplitude et ça me gêne lors de, avec le manque de mobilité de cheville, et donc ça me bloque sur le mouvement. Donc voilà selon moi les paramètres de séance ou d'entraînement, comme tu préfères. Et voilà, complexe vers le simple, plus intense vers le moins intense, et toujours qualitatif, et l'objectif principal vers le secondaire et vers le tertiaire, etc. Bien entendu. Ensuite, on va rester un petit peu de temps là-dessus sur les variables de l'entraînement. Au niveau du volume, généralement, on le quantifie en nombre de travail total, donc série, multiplié par les répétitions, multiplié par la charge. Et oui, la charge n'est pas dans l'intensité. Généralement, on met l'intensité. Moi, durant toute ma licence, on m'avait expliqué l'intensité, c'est le pourcentage de, comment dire, c'est le pourcentage de 1 RM, je regardais si ça fonctionnait toujours, mais non, c'est pas ça, donc c'est dans du volume. En effet, et même il y en a certains, ils vont même jusqu'à l'amplitude du mouvement, la distance que la barre parcourt pour calculer ce travail. Ouais, ce qu'on appelle aussi le tonnage. Tu pourras avoir le tonnage relatif et absolu, si je ne me trompe pas, au cas où. En fait, il y a un rapport au poids du corps aussi. Donc, effectuer plusieurs exercices par série. Généralement, ce qu'on dit, c'est effectuer entre 10 et 20 séries en moyenne par groupe musculaire et par semaine. Bien entendu, ça va différer en fonction de l'intensité. Plus ça va être des séances intenses, plus tu vas avoir un volume bas. Plus tu vas faire des séances moins intenses, plus tu vas avoir un volume haut. Ça, malheureusement, on l'applique très peu en musculation fitness, alors qu'en préparation physique, c'est préparation physique rugby, je vais dire athlétisme, mais je me permettrai pas, je connais pas assez, mais je pense aussi hand ou quoi, il y a sur une programmation, une planification, il y a cette alternance de volume-intensité en fonction des phases de compétition, des phases dans lesquelles on se situe. Et voilà. Et ça, malheureusement, en musculation, c'est jamais pris en compte. C'est toujours très linéaire, beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, mais il n'y a pas des cycles, un peu une ondulation dans ces charges d'entraînement. Travail un peu plus nerveux, avec beaucoup plus d'intensité. Je regarde un peu le chat, là, s'excite un peu, travaille un peu de volume, etc. Et ou d'intensité, ou un mix des deux, faire une séance au départ un peu plus intense et se diriger vers du volume sur la fin de séance. Ça, on peut dire un hybride, mais c'est rarement pris en compte tout ça, malheureusement. Bref, donc si on revient à notre histoire de série, la fourchette haute de volume, donc vers les 20 séries, on va se diriger plus vers une intensité basse et volume haut, et inversement pour les 10 séries. Évidemment, ça va dépendre des groupes musculaires. Est-ce que moi je sais que je réponds bien sur du lourd aux pectoraux, bah, moi je mets pas beaucoup de séries, mais une grosse intensité sur les pectoraux. Mais moi qui ai du mal à recruter mes trapèzes, bah, moi je suis plus sur un volume haut trapèze et une intensité basse. Parce que si je mets lourd sur les trapèzes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être, bah, je vais compenser, dégrader mon mouvement, je vais commencer à trop utiliser mes avant-bras, biceps, ou mon grand dorsal et grand rond. Donc à ce moment-là, moi j'ai besoin de mettre beaucoup de tempo, pas mal de volume et moins d'intensité, même si à la fin je suis quand même cramé, mais j'ai besoin pour mes trapèzes. Donc ça va différer selon certains. Moi je sais que par exemple quadriceps, je peux mettre très lourd, etc. Mais ischio, j'aime bien mettre moins lourd et faire du tempo aussi. Tu me diras sur toute ma chaîne postérieure. Donc, mais ça dépend. Ça dépend des personnes et de tes préférences d'entraînement, encore une fois. Comment tu préfères t'entraîner. Donc ensuite, on va passer à l'intensité. Donc l'intensité, c'est la perception de l'effort. Donc tu peux regarder échelle de Borg, BORG.
qui a mis en place le RPE, donc la perception de l'effort. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une échelle qui va de 0 à 10, où il y a des autres échelles, si je me trompe pas, c'est de 7 à 20, mais on va prendre celle de 0 à 10, c'est la plus parlante. Et c'est un continuum, en fait. 0, c'était pas difficile, aucune fatigue, comme si je me levais une bonne sieste, ou je me réveille, j'ai bien dormi, le matin, je suis 100% au taquet, 100% de pleine vitalité. Voilà. Et à 10, c'est je suis épuisé, j'ai jamais vécu ça, c'est voilà, je suis KO. Vraiment, j'ai envie de dormir, je suis KO. Voilà, j'ai envie de stopper. Et donc voilà, donc en fait, on va se situer sur ce continuum et pour que ça soit un travail effectif, enfin optimal, il faut au moins d'être à 5 sur 10. Donc pour moi, je décomposerai la chose de la manière suivante. De 5 à 6 sur 10, ça serait plutôt un travail technique, ok? De 7 à 8 sur 10, ça serait un travail de musculation traditionnelle, mais plus orienté vers le volume, ok? Et de 9 à 10, ça serait un travail de musculation aussi, mais plus orienté vers l'intensité, ok? Sur chacune de mes séries. Mais ça, comme je te dis, il peut y avoir un hybride. Par exemple, la perception de l'effort peut augmenter au fur et à mesure des séries. Ça peut être inconscient, consciemment aussi. Donc, par exemple, en gamme montante, faire une gamme montante, on est sur du volume et on passe progressivement vers l'intensité. Ou alors, bah, je suis fatigué de ma semaine, c'est vendredi, c'est ma dernière séance de la semaine, je suis KO et ma perception de l'effort, elle a augmenté involontairement, voilà, inconsciemment. RIR aussi de 3 minimum. Qu'est-ce que c'est le RIR ou en français RER? C'est les répétitions réserves. Donc c'est le nombre de répétitions qu'on a avant l'échec musculaire. Par exemple, si je suis à 100 kg développé couché, je fais 10 reps, je peux pas en faire 11, donc je fais l'échec musculaire. Si je veux faire un 3 RIR minimum, je me mettrai à 7 répétitions sur 10. Je m'arrêterai à 10. Il y en a, ils parlent de certains, beaucoup de 5 répétitions. Donc c'est qu'on appelle les répétitions effectives. Pour certains, ils appellent les répétitions effectives. Moi, je suis plutôt à 3. Je trouve 5, on est assez loin quand même de l'échec. Donc si ce serait un travail orienté vers le volume, je serais entre 3 et 5. Si c'est un travail vers l'intensité, je suis à, allez, pourquoi pas 2, 1 ou 0 pour le coup. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction du volume et de l'intensité, pardon. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un choix. Est-ce que je privilégie du volume? Bon, bah, après, on peut le faire aussi au fur et à mesure des séries. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, par exemple, j'ai 4 séries. Mes 2 premières séries, je suis à 2 RIR. Et troisième série, 1 RIR, on va y arriver. Et dernière série, je suis à l'échec musculaire, donc je suis à 0 RIR pour le coup. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. C'est un choix aussi, c'est une façon hybride de faire les choses. Généralement, bon bah, on disait que l'idéal pour l'hypertrophie des répétitions, il fallait se situer entre 8 et 12. Alors ça, c'est l'idéal, c'est l'optimal pour l'hypertrophie, mais il y a des études qui ont montré entre 5 à 25, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Moi, la fourchette idéale, comme je t'ai dit, moi 6 à 12, moi je trouve ça bien. Pour le coup, je te dis 8, mais ouais, 6, je fonctionne beaucoup en 6 aussi. Enfin, moi personnellement, pour d'autres coachings, on est plus sur minimum du 8. 6 après, ça commence à, quand ils n'ont pas les structures pour soulever lourd, ça commence à être compliqué pour recruter du muscle. Ce sont les dernières répétitions qui comptent, hein, comme je te l'ai dit. Plus on va se rapprocher de l'échec musculaire, plus ça va être idéal. Et donc, quelle que soit la charge de travail, comme là finalement je te le démontre, la charge de travail n'est pas importante pour l'hypertrophie, mais une étude a montré qu'en dessous de 30% du RM, répétition maximale, il n'y avait pas d'intérêt. Pour le coup, là, il n'y avait pas d'intérêt. Après, faut voir aussi, plus on se rapproche des 25 répétitions, ça dépend de l'exercice aussi, mais si tu fais 25 répétitions sur un squat, bah, c'est rarement échec musculaire, ça va être généralement échec postural, voire échec cardiovasculaire. Pour certains, notamment comme moi, on sera surtout en échec cardiovasculaire que postural et musculaire. Et certains, ceux qui n'ont pas de grosse cage de stabilité, un gros corps, on va dire, un tronc solide et des hanches solides, vont lâcher avant au niveau des hanches et compenser, etc. Et donc, après tout ça, la charge sera déterminée par la suite. Ok, c'est pas la charge. Souvent, on mettait la charge en premier. Quelle charge je dois mettre? Je dois mettre combien, etc. Il y en a qui, même en coaching, il y en a que je mets la charge parce qu'ils ont besoin de ce repère de charge. De dire, ah oui, ma charge, elle évolue ou ma charge, elle baisse, mais c'est pour telle raison. Tu vois, il y a des raisons derrière.
Donc, mais sinon, la charge n'est pas obligatoire. Pour le coup, là, c'est pas le facteur principal. Mais c'est un facteur aussi objectif parce que si la charge augmente, ça veut dire que tu prends en force et ou en masse musculaire. Ça, c'est intéressant aussi. La fréquence, c'est surtout pour augmenter le volume. D'accord? Donc, généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une fréquence de 2 fois par semaine par groupe musculaire dans l'idéal ou par mouvement au moins. D'accord? Au moins faire des mouvements 2 fois par semaine. Je trouve c'est intéressant. Pourquoi? Parce que bah, ça permet de travailler tes points faibles. Un travail technique, ça peut être monté jusqu'à 3 4 fois. Il y avait un pote à moi là, au Master Paul. Bon, d'ailleurs, si tu passes par là, c'est le Paul. Il me disait ouais, qu'il faisait, lui, il fait de la force athlétique et à un moment donné, il faisait un travail de développé couché 3 4 fois par semaine. Après, bon, c'est pas étonnant parce que bah, comme il y a 3 mouvements globaux, 2 mouvements surtout de hanches et un mouvement haut du corps. Donc forcément, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je peux pas égaliser le volume partout, mettre soulevé de terre, développé couché et hanche. Et généralement, c'est d'ailleurs aussi le développé couché qui peut pêcher que les autres mouvements. Mais ouais, il en faisait 3 4 fois par semaine, donc je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Mais bon là, je vais sortir du contexte de ses propos, donc c'est moi qui vais inventer. Mais ça pourrait être un travail de force 2 fois par semaine sur du développé couché, un travail orienté, par exemple un développé de prise serrée, enfin prise bon largeur des épaules, on se comprend. Ça peut être un développé couché haltère, une variable aussi de l'incliné ou quoi. Et ça peut être un développé couché aussi style hypertrophie au cas où. Mais voilà, donc ça peut être un travail technique jusqu'à 3 4 fois par semaine. Ça, c'est pas impossible. Ça dépend de l'objectif du cycle. Encore une fois, il faut faire des choix. D'accord? Est-ce que, admettons, j'ai 3 séances par semaine, je ne peux pas faire 2 fois tous les muscles par semaine, tous les muscles. Donc, à un moment, je vais devoir faire des choix et faire des cycles d'entraînement. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et aussi, on peut fonctionner en jour. Ça, si tu as du temps et si tu as des grandes disponibilités, généralement, les programmes fonctionnent en semaine, donc du lundi au dimanche, ou du lundi au vendredi pour certains. Et on reprend le lundi suivant, enfin oui, le lundi suivant. Mais le travail ne se cale pas sur le calendrier. Enfin, le travail récupération, l'alternance des deux, ne se cale pas sur le calendrier. Et c'est ça que, par exemple, je comprends pas, les personnes qui font une séance jambes par semaine, par exemple, généralement, lundi c'est pec, mardi dos et vendredi jambes, tous les mercredis, ils font les jambes. Mais est-ce que tu as besoin vraiment de 7 jours, enfin de 6 jours, on va dire, pour récupérer de tes jambes? Ça, c'est une vraie question, ça, pour le coup. Est-ce que t'as besoin de ça. Est-ce que tu n'aurais pas pu refaire, admettons, une séance le dimanche? Tu vois, tu laisses jeudi, vendredi, samedi et refaire une séance le dimanche. Je sais que pour certains, c'est pas possible. Déjà, s'entraîner le dimanche, si tu as une vie de famille, si tu as un boulot, peut-être même certains bossent le dimanche aussi, ça c'est possible, hein, bien sûr. Moi, je travaille quasiment toute la journée le dimanche sur réseaux sociaux, etc. Enfin, un travail d'auto-entrepreneur pour préparer la semaine suivante sur les réseaux sociaux, coaching, etc. Mais bref, mais si tu peux faire une séance le dimanche, pourquoi attendre le mercredi suivant? Ou même le lundi, pourquoi pas faire le lundi? S'il faut que tu fais du lundi au vendredi, pourquoi pas attendre le lundi pour refaire une séance? Et ça, tu pourrais fonctionner en semaine A et semaine B. Semaine A, par exemple, je fais séance jambes le mercredi, et le lundi, je fais séance jambes, semaine B. Et ainsi de suite, ça, tu pourrais alterner comme ça. Et au lieu d'attendre cette semaine, c'est long cette semaine pour une séance jambes. Bon, certains le feront, je pense. Mais voilà. Mais je pense que tu pourrais la faire bien avant. Je pense que tu as compris l'idée à ce sujet-là. Comme je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à m'envoyer un message à ce niveau-là. Et c'est plus simple aussi de séparer le volume sur plusieurs séances que d'en faire une. Comme on a vu, par exemple, si tu as un point faible pec et tu t'aimes bien et tu veux un haut volume et tu as besoin d'un haut volume. Oh, il a intérêt à jouer avec le truc. Mais tu as besoin d'un haut volume pec, bah, c'est plus simple de faire 2 séances de 10 séries pour les pecs qu'une séance avec 20 séries. Parce qu'à la fin, bah, tes pecs, normalement, si tu as bien bossé, ils sont cramés. Tu pourras pas faire une séance de 20 séries, c'est beaucoup trop. Et il y en a beaucoup qui font comme ça. Ils font c'est lundi pec, donc ils font leurs 20 séries, etc., etc. Mais je pense que c'est plus simple au niveau fatigue et casser aussi la monotonie d'une séance de splitter le nombre de séries. Au niveau de la récupération, combien de temps? Généralement, c'est ce qu'on se dit. Voilà, les études, elles sont ouais, mitigées. Il y a pas.
y a pas trop de différence là-dessus. Je regarde si ça fonctionne toujours. Ouais, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas trop de choses. Moi, je dissocie en trois catégories. Une récupération incomplète. Donc ça, c'est inférieur à 3 minutes. Généralement, c'est la barre des 3 minutes où on dit que c'est complet ou incomplet. Donc ça peut être utilisé pour un travail sous fatigue, un travail technique par exemple. Je sais que la méthode EMOM pourrait bien s'y prêter pour le coup. Enfin, tout dépend de l'objectif et de l'organisation de l'EMOM. Alors je suis pas très bon en anglais, mais c'est des répétitions à la minute en fait. Enfin, tu fais ta série, une série, et tu prends une minute de récup et tu refais une autre série, etc. Mais ça peut aller jusqu'à 14 séries, et ça peut être intéressant. Aussi, tu as les récupérations complètes supérieures à 3 minutes. Je regarde ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait, toi? Pip, pip. Qu'est-ce que tu fais? Attends, tant qu'elle débranche la lumière, ce serait dommage. On a les récupérations complètes supérieures à 3 minutes. Donc ça, c'est pour revenir à un état de fraîcheur à 100%. Donc ça, c'est ce qu'on privilégie de plus en plus en musculation parce que si tu veux faire une série qui est à 100%, va te falloir une grosse récup pour le coup. Donc il va falloir, si tu as mis une séance avec, enfin une série avec beaucoup d'intensité, bah moi je sais que je prends plus en dessous des 3 minutes. Là, généralement, moi je suis entre ouais, 2,30 et 3,30 pour le coup. Donc si finalement je suis en dessous des 3 minutes. Mais voilà, généralement, je suis comme ça parce que bah, je fais des séries très très proches de l'échec, donc j'ai besoin de beaucoup de récup. Mais à l'inverse, si toi, tu es plutôt en cycle ou en séance volume inférieur à 3 minutes, ça fonctionne très bien. Et on a la récupération active. Donc ça, bah, par exemple, moi, si je faisais un travail de force, je ferais plutôt un travail de force, si je devrais avoir, je sais pas, 4, 5, voire 6 minutes de récup, bah, au lieu d'attendre 4, 5, 6 minutes de récup, bah, je peux faire des étirements. Si je fais séance haut du corps, je peux faire étirement bas du corps. Le travail de mobilité, ça, je le faisais à un moment donné pour entretenir ma mobilité au niveau de mes épaules. J'avais fait un cycle de développement de mobilité et pour maintenir les acquis de mobilité, moi, je les faisais pendant ma récup ou je les faisais en forme de biceps. Je faisais par exemple un squat et un mouvement de mobilité épaule. Ça peut être travail technique. Par exemple, bah, je sais pas, j'ai fait mon squat. Je suis aussi travaille sous fatigue en même temps et je peux, admettons, faire je sais pas, un tirage haut d'arraché, par exemple. Ou alors, je sais pas, à vide, enfin barre à vide ou juste à vide, mimer le mouvement de jeté en épaulé jeté, donc la partie jetée, en haltérophilie. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses. Travailler des petits muscles aussi, pourquoi pas travailler. J'ai fait un squat, je fais un travail de développement de ma coiffe des rotateurs. J'ai fait un développé couché, pourquoi pas faire un travail sur mes mollets. Ça, c'est des choses que j'ai fait un curl biceps, pourquoi pas faire du gainage derrière. Donc voilà, enfin, c'est un petit muscle, mais il faut pas minimiser la chose. D'accord, si je fais un travail de coiffe des rotateurs, là, j'y vais sérieusement, comme si c'était un exercice. D'accord? Et après, soit je le fais pendant ma récup, ou soit après je prends ma récup. Donc ça peut être un choix aussi. Donc voilà un peu pour finalement c'est la récupération. Il y a pas mal de, j'allais dire la fréquence, et il y a pas mal de choses, d'accord. Mais finalement il n'y a pas un temps prédéterminé. C'est toi moi j'ai envie de te dire, c'est toi quand tu le sens de refaire on refaire une autre série. Donc le tempo, moi j'utilise beaucoup le tempo. Pourquoi? Parce que ça permet de standardiser toutes les répétitions. Comme je te l'ai dit précédemment, des débutants peuvent diminuer leur amplitude ou accélérer leur vitesse de mouvement pour terminer vite la série parce que bah, ils sont sous pression, sous stress, pas stress peur ou quoi, mais stress physique, peut-être voire psychologique, hein, pourquoi pas. Mais voilà, donc ça permet de standardiser toutes les répétitions. Ça permet aussi d'accentuer la phase excentrique. Donc la phase excentrique, ça permet des grands gains de masse musculaire autant que la phase concentrique. Mais par contre, ça permet aussi de stimuler le muscle différemment sur l'architecture. Hein. Je parle pas juste les angles de travail qu'on peut parler généralement en musculation, mais non, là sur la structure anatomique du muscle, il y a des angles différents, enfin des réactions morphologiques, morpho-anatomiques différentes. Aussi, ça permet de renforcer tout ce qui est tendon, ligament, tout ce qui est le capsule articulaire, le tissu conjonctif. Ça, la phase excentrique, c'est intéressant. Donc, quand tu dis que je ralentis, par exemple, 2 à 3 secondes sur un développé couché pour mettre la barre sur les pectoraux,
Bah, en fait, tu renforces à la fois, bah, donc tu développes tes pectoraux, mais tu développes aussi ton tendon et tes structures articulaires, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ça peut être considéré comme une méthode d'intensification, en effet, si tu mets des tempos rallongés et pour ralentir notamment la phase excentrique ou plusieurs pauses, des pauses isométriques, par exemple je descends, pause, je descends, pause, je descends, pause, je monte, pause, pause, bah, ça peut être considéré comme une méthode d'intensification indirectement. Et ça permet de développer des adaptations différentes. Donc, par exemple, faire une pause à chaque répétition et enchaîner de manière cyclique les répétitions, par exemple, si je fais une pause à chaque répétition, en fait, mes structures élastiques, donc tendineuses, ligaments, le tissu conjonctif, les fascias, etc., vont emmagasiner de l'énergie. Et si je fais une pause, en fait, cette énergie est dissipée. Un peu comme un élastique. Si je tire sur un élastique, mais il va vouloir revenir. Par exemple, c'est comme tu fais tes mouvements balistiques. Si je fais ça, mon bras indirectement, il veut revenir. Il va pas rester bloqué là, il va revenir. Ben, ça, c'est avec toutes les structures tendineuses, faciales, myofaciales même du tissu conjonctif qui veut le refaire revenir. Donc ça, en fait, on a cet effet un peu rebond. Tu peux le retrouver aussi sur un squat ou pour certains un peu sur des pompes aussi. Il peut y avoir cet effet un peu rebond. Donc avec un cycle étirement-raccourcissement où on met en place aussi, en plus du cycle, des réflexes qu'on appelle notamment le réflexe myotatique. Mais quelle est la différence de faire une pause ou d'enchaîner? Enchaîner, on va avoir cet aspect rebond, donc on va solliciter aussi les tissus conjonctifs, donc ça peut être pas mal, intéressant. Et notamment si on veut développer de la force, de la puissance, ça peut être intéressant. En revanche, si on fait une pause, comme je te l'ai dit, cette énergie pardon, est dissipée, donc on va avoir un travail plutôt de force musculaire, parce que bah, il y aura une moins grande contribution pardon, du tissu conjonctif, tendon, etc. Donc ces deux développent aussi bien l'hypertrophie, attention, mais on peut jouer aussi là-dessus. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Notamment sur un squat, s'il y a trop cet aspect rebond, on peut faire une pause en bas ou une pause pendant la concentrique, par exemple. Les méthodes d'intensification, généralement, bon, bah, c'est pour surpasser l'échec musculaire. On en a entendu souvent parler là, des drop sets mécaniques, etc. Mais il y a aussi les biceps, notamment. Et aussi, c'est pour gagner du temps aussi sur une séance, d'accord? Et aussi pour saturer le glycogène musculaire. Notamment une petite erreur avec le biceps, selon moi, c'est qu'on n'enchaîne pas les deux exercices sur les mêmes fibres musculaires. Par exemple, on va avoir un développé couché et un développé incliné. Même si le développé couché touche les fibres claviculaires des pectoraux, pardon, et les fibres abdominales, mais si on veut maximiser, selon moi, c'est mettre deux contraintes sur les mêmes fibres. Par exemple, un écarté couché haltère et un écarté poulie. Pourquoi là je dis que c'est ok? Parce que bah, déjà on est sur le même plan, donc déjà couché, hein, d'accord? On est bien couché. Sur les haltères et la poulie, on a la poulie à hauteur des pectoraux ou hauteur des épaules. Pourquoi pas? Pourquoi alter? Donc on va être sur une dominante excentrique, ok. Et là, l'écarté poulie, on va être sur une tension continue, même s'il n'y a pas de tension continue, mais sur une dominante un peu plus concentrique. Donc déjà, on travaille excentrique, concentrique, donc deux stimulations différentes et hyper importantes selon moi, surtout sur les excentriques écartés haltères et couché. Mais voilà, donc ça, moi je trouve c'est intéressant de toucher les mêmes fibres musculaires, mais sur des mouvements différents. Par exemple, on aurait pu mettre un couché, un développé couché et des pompes, pourquoi pas. Là, on est sur le même plan, même pattern de mouvement globalement, et en plus on travaille sur différents axes. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour les méthodes d'intensification. Ensuite, on va passer sur le choix des exercices. Alors je sais pas combien de temps on est là. Donc sur le choix des exercices, donc généralement il peut y avoir des exercices aussi doublons. Par exemple, faire un développé couché et un pec deck dans la même séance. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Euh, S'il y a vraiment un retard pectoraux, pourquoi pas, parce que c'est là où il y a le plus de masse musculaire, mais on peut travailler sur un écarté, peut-être un décliné ou autre, par exemple. Sauf ce qui pourrait être intéressant, là, ce que j'ai découvert récemment, c'est Pierre Le Sueur qui utilise à peu près enfin, à moins que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, lui, par exemple, il va faire deux séries, admettons, dans l'exemple suivant, d'un développé couché, mais chez quelqu'un de confirmé, attention, hein, mais quelque chose de lourd
pour bien, comme il dirait, taper dedans, mais avoir ce gros travail nerveux de force, et faire deux autres séries sur un travail plus analytique, sur un pec deck, où il y aura plus de volume. Ça pourrait être intéressant, mélanger cet hybride intensité-volume au sein d'un même exercice. Finalement, on a deux exercices différents, mais on touche les mêmes fibres musculaires, mais d'un côté, on a le travail de force très nerveux neuromusculaire, et de l'autre côté, très analytique musculaire. Donc ça pourrait être très, très intéressant, je trouve aussi. Aussi, bah, le choix des exercices, généralement, bah, il n'y a pas les prérequis. Là, ce qu'on avait dit, les besoins, ils sont pas pris en compte, notamment le manque de mobilité et ou de force. Et si certaines amplitudes ne sont jamais atteintes, bah forcément, certaines fibres musculaires ne sont jamais sollicitées. Si par exemple, j'entraîne toujours mon biceps, j'espère que tu vois mon biceps, attends, je vais me mettre là. Voilà, si j'entraîne mon biceps toujours dans cette amplitude-là, ici, bah, en fait, il va jamais se développer sur la course externe. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut essayer d'aller chercher, selon moi, bien sûr, sans pathologie ou quoi, ou autre, des amplitudes dites complètes de mouvement, pas des amplitudes articulaires complètes et musculaires, des amplitudes on va dire, d'amplitudes de mouvement d'exercice complet. Voilà. Mais après, selon aussi la morphoanatomie, on peut rester sur une amplitude active, d'accord? Notamment sur des pectoraux, si tu sens tes triceps ou tes épaules. Aussi, pas la bonne morpho-anatomie, par exemple, fémur long pour développer les quadriceps au squat. Pour moi, ça, c'est pas le bon choix. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les personnes qui sont grandes, ils n'ont pas de mobilité de cheville, en dorsiflexion et ou de hanche. Si c'est le cas, oui, pourquoi pas travailler ses quadriceps sur un squat, ok, pourquoi pas. Mais on va dire dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Donc en fait, tu vas tout prendre dans les fesses, façon de parler, avec le squat. Ok, donc à ce moment-là, si tu veux faire du squat, ok, mais il faut savoir et que le coach soit au courant et précise bien que ça va développer principalement les fessiers. Après, il y a des variantes. Il y a le front squat, le low bar, etc., qui vont accentuer telle dominante articulaire et donc toucher plus ou moins de masse musculaire différente. Mais voilà, à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui peut pas descendre bas au squat et qui est grand, bah, je mettrai presse à cuisse adaptée, les extensions pour du quadriceps et pas un squat pour quadriceps, mais un squat pour fessiers. Les variables externes, bon, bah, ça, je te l'ai mis, mais bon, je vais pas revenir dessus, hein. Ça, je pense que c'est évident. L'hygiène de vie, de l'alimentation, de la récupération, etc. On parlait d'identifier ses besoins aussi, et dans les divers, là, les courbatures. Donc ça, c'est un peu des mythes, hein. Dire qu'une séance fatigante et avoir des bonnes courbatures sont signe d'une bonne séance, ça c'est complètement faux. Ceux qui disent ça, notamment les Instagrammeuses, hein, je suis désolé pour vous, mesdames, mais généralement on vous voit là, ah j'ai transpiré, j'ai déjà vu la transpirance, ça se dit, enfin, c'est même pas français, je suis désolé, mais oh, la transpirance, oh, je suis essoufflé, etc. Ils se mettent un peu en valeur, ou ah mes abdos, regarde mes abdos, etc. Mais alors ouais, t'es fatigué, mais ta séance, quand tu regardes la séance, en fait, elle est pas productive, elle est complètement nulle. Je dis mesdames parce que c'est principalement mesdames, mais pas toutes les femmes. Après, si t'es une coach et tu me regardes et tu te sens concerné par ça, bah désolé, il faut se remettre en question. Ensuite, le fameux mythe de la fenêtre anabolique, pardon. Prendre le shaker de whey directement après la séance, ça c'est faux. Il y a un pic de sensibilité les 2 heures suivant la séance, donc une meilleure assimilation des nutriments, principalement le glucose et les protéines. Mais après, cette sensibilité diminue progressivement, donc jusqu'à 48 heures après. Donc évidemment, si tu fais une séance tous les soirs à 18 heures, il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin de prendre un shaker de whey directement après ta séance. Si tu manges une heure et demie après ton repas, pourquoi pas. Mais par contre, si tu t'entraînes à 18 heures et le lendemain tu t'entraînes à 10 heures du matin, bah là, je te conseille de prendre un shaker, pas mal de glucides pour refaire les stocks et commencer à accélérer la récupération. Pareil, les amplitudes partielles qui sont meilleures que les amplitudes complètes, ça dépend encore une fois. Je te parlais tout à l'heure d'amplitudes plus actives au développé couché pour pas sentir ses triceps et pectoraux. Encore une fois, ça dépend de certains, de la morpho-anatomie, des sensations, etc. Donc voilà les variables pour un programme de musculation, selon moi. Ensuite, on va passer brièvement à la pratique. Je vais aller très vite, hein, excuse-moi, parce que là, je pense qu'on est bientôt 1 heure, donc je vais te faire un petit exemple.
On va faire ça, correction de programme. Généralement, les programmes, par exemple, là, je t'ai pris l'exemple sur les pectoraux. Donc ça, c'est des tableaux que j'utilise. J'espère que ça a bien changé. Ah non, ça n'a pas changé le truc. Je vais pas pouvoir te faire voir, excuse-moi, parce qu'en fait, ça n'a pas changé. J'étais sur Google Sheet et ça n'avait pas changé. Donc c'est pas grave, je te le mettrai en lien par la suite sous la vidéo. Et comme ça, tu pourras aller voir. Je vais te le mettre en lien bonus. Comme ça, tu pourras avoir accès au Google Sheet et regarder un peu comment ça fonctionne, comment je fonctionne sur les programmes. Malheureusement, tu n'auras pas les explications, mais je préfère avoir que tu aies tout le module que essayer de faire plus et ça. Donc voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je parlais de module, mais cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques, tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me contacter. On peut discuter comme des gens adultes et c'est civilisé. Voilà. Donc je te remercie et je te dis à la prochaine. Salut!